Allez, 19h04 sur BFM Business, édition spéciale autour de Vivatech qui a donc ouvert ses portes ce matin. Emmanuel Macron qui vient de prendre la parole. On va retourner sur place dans un instant. Je vous représente juste nos invités avec nous en plateau jusqu'à 20h. Isabelle Bordry, toujours avec nous, cofondatrice de Rétinci. Frédéric Simotel pour BFM Business. Rebonsoir Frédéric. Et puis Fabrice Epelboin qui nous a rejoint. Bonsoir Fabrice. Bonsoir. Merci d'être avec nous, enseignant à Sciences Po, cofondateur de Yogosha. Merci beaucoup d'être avec nous. On va donc porte de Versailles où Emmanuel Macron est toujours en train de disserter sur scène avec plusieurs start-upers. On va retrouver Léa Benaïm qui est sur place depuis ce matin pour BFM Business. Rebonsoir Léa. Donc on le disait, le temps fort, la grande annonce de ce mercredi, c'était bien sûr ce grand partenariat annoncé entre Mistral et Nvidia, hein. Et oui, un partenariat historique, ce sont les mots d'Emmanuel Macron à l'instant sur la scène de Vivatech. Mistral a donc présenté une infrastructure cloud dédiée à l'IA. Et pour le soutenir, il faut de la puissance de calcul et donc des super processeurs que Nvidia va fournir en masse. 18 000 au total. Pour les connaisseurs, ce sont des puces Blackwell. Ce sont les plus puissantes et les plus chères du marché. Les prix varient entre 30 000 et 70 000 $. Mistral ajoute donc une nouvelle corde à son arc. L'entreprise ne se contente plus de produire des modèles d'IA, mais entend maintenant maîtriser toute la chaîne de valeur. Et la présence d'Emmanuel Macron n'est pas un hasard. On le disait, souveraineté, souveraineté, souveraineté. D'ailleurs, l'offre présentée par Mistral sera hébergée et opérée ici en Europe avec une promesse d'indépendance technologique renforcée. L'Europe cherche donc à sécuriser au maximum les données des Européens et Mistral semble être l'entreprise de la situation. Merci beaucoup Léa Benaïm, donc dans les travaux du salon Vivatech à la porte de Versailles à Paris. Justement, écoutez Arthur Mensch là, qui vient de s'exprimer sur scène tout à l'heure à côté d'Emmanuel Macron et du président de Nvidia qui dit voilà la preuve que l'Europe reste attractive finalement. Écoutez. Nous avons beaucoup de valeur ici en Europe. En créant de la valeur, on attire de nouvelles start-up, on attire des gens, on attire de nouveaux entrepreneurs, on attire des fonds, etc. C'est ce qui se passe dans la Silicon Valley depuis 60 ans. Nous avons commencé à le faire il y a environ 15 ans, mais je suis sûr que nous pouvons aller plus vite si nous nous unissons pour créer plus de valeur ici en tant qu'unique régulateur économique. Voilà, on le fait depuis 60 ans aux États-Unis, donc on peut le faire aussi en Europe. Fabrice Epelboin, comment est-ce que vous regardez ce gros partenariat annoncé entre Nvidia et Mistral aujourd'hui? Voilà, Mistral plus que jamais tête de pont de l'IA en Europe finalement. Nvidia est déjà l'un des principaux investisseurs de Mistral. Les 3/4 des investisseurs de Mistral sont américains, donc il faut commencer à se poser la question sur la réelle nationalité de Mistral. Mais c'est classique, hein, la plupart des belles boîtes françaises terminent très vite avec un actionnariat américain. Les Américains font leur shopping, on leur finance leur R&D avec le crédit impôt recherche et ensuite ils achètent les pépites. Quant à cette annonce, telle que je l'entends, il s'agit de construire des data centers avec des GPU Nvidia. Donc l'intérêt de la France dans cette affaire, c'est des prix de l'électricité prévisibles, achetables à l'avance et qu'on peut assurer grâce à notre parc nucléaire. Il n'y a pas de recherche de talent, a priori. Frédéric, qui est à vos côtés. Là, de ce qu'on entend, c'est qu'il monte un peu dans la partie couche de logiciel sur cette offre qui s'appelle Mistral Compute. Donc, effectivement. Hardware. C'est la couche hardware dont il s'agit là. Oui, mais ils vont aussi, ils ont une couche API, ils vont développer toute une infra au-dessus pour offrir des services cloud dédiés à l'IA. Au-dessus de leur partie algorithme. Donc ils ont la partie hardware effectivement avec du Nvidia, mais eux ils veulent vraiment concurrencer des Scaleway, concurrencer des OVH Cloud, des OVH et je parle des Français en offrant cette partie service. Donc ça c'est un peu nouveau. Alors c'est dédié à l'IA, ils vont pas faire du stockage comme font les autres. Voilà. Après faut voir ce côté européen. Oui c'est des puces Nvidia, mais le reste oui ça va être du hard, ça va être c'est l'annonce de l'AI Action Summit de ces
ces grands data centers dans le sud de Paris sur lesquels ils vont faire tourner leur modèle. Il y aura du supercalculateur grâce aux puces Nvidia. Mais voilà, après, c'est un investissement européen. Après, ce qui me gêne toujours dans ce cas-là, c'est quand on parle de souveraineté, c'est quand on voit un groupe, alors une PME, une ETI et encore plus un grand groupe, ils vivent au niveau international. Qu'est-ce que ça veut dire souveraineté? Qu'est-ce que ça veut dire souveraineté quand on s'appelle LVMH et qu'en Asie, on prend du cloud asiatique parce qu'on ne peut pas faire autrement. On a du Alibaba, du Tencent, des choses comme ça. Aux États-Unis, on a du Google Cloud parce que voilà. Et du coup, en Europe, on se dit j'ai déjà du Google là, je vais repasser du Google. Alors on peut jouer avec de l'hybride et dire tiens, pour tel type d'application, je vais prendre un peu de français. Il y a ça aussi, la puissance des grands acteurs déjà présents est tellement forte que tout ne se fait pas un jour. Isabelle Bordry. Oui, mais je pense que cette notion de souveraineté est absolument fondamentale. En fait, je pense que c'est ce que disait le président tout à l'heure. Je ne sais pas s'il y a un moment européen aujourd'hui, mais en tous les cas, il y a un effet Trump. Quand on voit ce qu'est capable de faire Trump aujourd'hui sur des fondamentaux, sur des valeurs fondamentales, la liberté d'expression, la liberté de manifester, on le voit aujourd'hui dans certaines villes des États-Unis. Donc il y a Trump qui coupe la recherche dans toutes les grandes, les budgets fédéraux dans toutes les grandes universités. Donc il y a un effet Trump, et on aurait dit il y a 10 ans, est-ce que vous préférez mettre vos données en Chine, aux États-Unis ou en Europe? En Europe, États-Unis, pareil. Aujourd'hui, je pense que si vous posez la question aux jeunes Français, le retour est très différent. Donc il y a une nécessité de construire un environnement et un écosystème, c'est ce que dit. Il y a une opportunité. Je ne sais pas s'il y a une nécessité. Alors, c'est la question que je posais à André juste avant la pause, mais je vous la pose. Est-ce que c'est le moment juridique et business? Est-ce que c'est le moment européen, compte tenu de tout ce qui se passe aux États-Unis, incertitude sur le plan fiscal, budgétaire, ce qu'on voit tout récemment du côté de la Californie, ce qu'on voit du côté des grandes écoles comme Harvard, est-ce que tout ça finalement fait réfléchir l'écosystème de la tech américain? Je pense que c'était de toute manière pour les politiques quelque chose d'important depuis une dizaine d'années, et on le dit effectivement avec par exemple la BPI qui investit énormément de l'argent public dans énormément de start-up ou de jeunes sociétés innovantes. Donc il y a un écosystème qui s'est quand même créé depuis 15 ans. Est-ce qu'on a aujourd'hui des start-up visibles au niveau international? Je trouve pas suffisamment, et ça c'est un vrai sujet. Et c'est pour ça qu'il faut jouer l'Europe plus que la French Tech, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Le marché européen est indispensable pour pouvoir jouer dans la cour des grands. Fabrice Epelbois, est-ce que c'est un moment européen, effectivement, peut-être? Points. La liberté de manifester, on a crevé des yeux à tire-larigot et on n'est pas mieux que les Américains, on n'a aucune leçon à leur donner là-dessus. La liberté d'expression, ils ont le premier amendement, on a le DSA qui est totalement contraire au premier amendement. Quant à la réalité de la souveraineté numérique, on a installé des technologies américaines absolument partout sous la Startup Nation. Là, on commence à s'apercevoir effectivement du fait qu'il y a Trump, du fait qu'on n'a plus de synergie avec les démocrates pour typiquement faire des lois comme DSA qui seraient invraisemblables aux États-Unis et anticonstitutionnelles aux États-Unis, et qu'aujourd'hui, le rapport de force qu'on imaginait faire avec les plateformes se passe en réalité directement avec les Américains, et que J.D. Vance a été très clair, si on contraint Twitter, il quitte l'OTAN. Donc on n'est plus du tout dans le même rapport de force, mais il est infiniment trop tard pour imaginer quelque souveraineté que ce soit. On va écouter Emmanuel Macron et je vous redonne la main après. Emmanuel Macron, donc à moi, si j'avais d'abord merci de votre temps et d'avoir été là. Moi j'ai quelques mots simples. Un, je suis très fier de vous, collectivement, de tout le travail qui a été fait, de ce qui a été bâti et de ce que vous êtes en train de faire avec vos équipes dans tous les secteurs. Rien n'était écrit il y a 10 ans et vous êtes en train de le faire. 2, je sais à quel point tout ça est précaire, comme vous le savez dans vos entreprises, et donc on continue le combat et on ne doit rien lâcher. Et donc moi ce que je vous demande, c'est de continuer d'avoir la même énergie et la même confiance dans le pays. Moi j'adore l'énergie que vous dégagez, au fond vous êtes exigeante, mais à chaque fois avec une volonté qu'on fasse mieux. Et donc garder confiance dans notre pays, dans sa capacité de se transformer, parce que vous en êtes les acteurs. Et continuer de convaincre tout le monde qu'ils en sont les acteurs. Et 3, on lâche rien et je lâcherai rien. Donc merci beaucoup. Merci. Voilà, Emmanuel Macron, ne lâchons rien, voilà, sur tous ces objectifs, ne lâchons rien sur ce modèle européen que l'on veut proposer. Oui, pardon Fabrice, je vous ai interrompu, voilà, on était sur ce moment européen. Avec la question de savoir donc si tout ce qui se passe du côté des États-Unis peut faire réfléchir, je ne sais pas, certains investisseurs, certains entrepreneurs américains. Sans aucun doute. Venez en Europe ou aller en Chine, je ne sais pas. Réfléchir sans aucun doute. Mais après ça,
Nvidia est américain, Microsoft, Google, Amazon, tout ça, c'est les clouds qu'on nous présente comme plus ou moins souverains, en tout cas à défaut de confiance, mais régulés par le Cloud Act qui fait que les Américains peuvent se servir comme ils veulent dans nos données. Et tout ça, c'est les offres cloud de Orange, de Thales, de tous les grands clouders, à quelques exceptions près comme OVH ou Clever Cloud. Mais en dehors de ça, tout le reste, c'est du Google, du Amazon ou du Microsoft maquillé avec des belles marques françaises. C'est ça la souveraineté française. On a vendu la France aux Américains. Isabelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des sociétés comme Scaleway. On parlait d'OVH, mais il y a aussi Scaleway. Effectivement, depuis maintenant, on va dire le Covid, le cloud a pris une importance absolument phénoménale. Mais bien avant le Covid. Et il y a des chiffres incroyables aujourd'hui, de l'ordre de 400 milliards qui sont investis dans le cloud par les entreprises européennes. C'est effectivement invraisemblable. Par les Saoudiens. Et ce qu'a fait effectivement intelligemment ces grandes entreprises, c'est-à-dire AWS, Amazon, Google, GCP et Microsoft Azure, c'est qu'ils ont en fait joué sur un manque de capacité des grands groupes. C'est-à-dire que les grands groupes n'avaient pas les compétences. Quand vous vous appelez LVMH, vous n'avez pas forcément les compétences directement dans vos équipes pour déployer des systèmes très complexes dans de l'hébergement. Et donc, ce qu'a effectivement fait extrêmement bien ces entreprises américaines, c'est développer ces surcouches logicielles qui facilitent la vie des grands groupes. Aujourd'hui, des entreprises comme Scaleway, comme OVH, investissent. Ils ont aujourd'hui des offres qui sont extrêmement pertinentes et entre autres Scaleway, que je connais bien, extrêmement pertinentes. Et ils remontent petit à petit sur les surcouches logicielles pour aujourd'hui proposer des offres à la hauteur de AWS et Google. Mais maintenant, il faut rester optimiste. Pas du tout, c'est pas trop tard. C'est trop tard. Quand vous installez vos technologies sur du AWS, vous ne pouvez plus sortir. Il n'y a pas d'interopérabilité. Parce que Amazon a fait en sorte... Amazon, Microsoft, ils ont tous fait en sorte d'interdire l'interopérabilité. Donc c'est trop tard. Il n'y a pas de fatalité dans la tech. Mais si, il y a un problème d'interopérabilité des offres cloud qui fait que quand LVMH, Renault ou compagnie déploient leur infrastructure dans un environnement Amazon, le coût pour ensuite aller dans un environnement est incroyablement élevé. Et donc, ça ne se fait pas. Oui, et les déploiements de cloud ont déjà été faits. Alors, Isabelle, le jeu est terminé. Les arbitrages peuvent se faire en termes de capacité technique, de qualité des... C'est pas le problème. Le fait de sortir une offre Amazon... Et je suis d'accord avec vous, le fait de sortir à un prix, mais qu'il faut mettre et qu'il faut arbitrer par rapport à des capacités d'investissement futures. Et moi, ce qui m'a marqué là, en allant sur Vivatech tout à l'heure, c'est qu'il y avait effectivement des startups, mais que c'était surtout les grands groupes qui expliquaient comment ils avaient intégré l'innovation dans leur métier, et ça, c'était passionnant. Fabrice, je vous laisse conclure là-dessus, se répondre et puis... Je suis totalement effaré. La réalité, c'est que le cloud, ça date d'il y a 15-20 ans, que depuis 15-20 ans, et tout particulièrement depuis la Startup Nation, donc grosso modo une dizaine d'années, tous les grands groupes français ont adopté des clouds américains. Amazon a offert très généreusement à toutes les startups des offres gratuites pour leurs premières années d'existence qui les verrouillent dans une offre Amazon. On a donné nos données de santé à Microsoft, ça c'est l'affaire du Health Data Hub. C'est trop tard. Et aujourd'hui, on est en train de regarder les infrastructures cloud IA qui sont très spécifiques, c'est pas la même chose, qui sont sur du GPU et pas du CPU. Et qu'est-ce qu'on voit ? Une start-up Mistral dont l'actionnariat est essentiellement américain, qui tourne sur une infrastructure hardware qui est américaine et qu'on présente comme souveraine et française au prétexte que l'alimentation électrique est fournie par EDF. Le data center sera en Europe. Il sera en Europe, mais il sera américain. Il sera financé, il sera américain, mais en Europe. Ce qui est usuel de parler de souveraineté, est-ce qu'on atteint un point de non-retour, effectivement Non, alors, la nécessité, peut-être, l'opportunité, sans doute. C'est ce que je pense. Moi, je vois beaucoup de patrons informatiques, alors effectivement, qui ont du mal à sortir parce qu'ils sont à l'international, parce qu'ils sont liés avec... Mais ce qu'ils vous disent comme Fabrice, on ne pourra pas sortir. C'est un petit peu... Ça coûtera une fortune. Ils font un peu d'hybride. Ce qu'on appelle une nouvelle stratégie, mais on voit même une société aussi puissante que Total quand on entend Patrick Pouyanné qui dit au forum sur la cybersécurité à Lille, il dit oui, moi ça m'effraie de savoir que mes données sont sur des clouds, enfin des serveurs américains ou même européens, peu importe, ils sont soumis à la loi américaine. Mais aujourd'hui, dans son infrastructure informatique, il n'a pas demandé pour autant à son patron informatique de dire tiens, quelles sont nos données les plus sensibles, remets-les, mets-les dans un Scaleway et tout ça. Ça,
c'est là où on aimerait un peu d'ambition. Certains le font, mais c'est par petites touches. Il n'y aura pas une grande bascule parce qu'effectivement, il y a la partie technologique. Parce que il faut se dire aussi que les AWS, GCP, Microsoft, ils savent très bien faire aussi à reverrouiller de l'autre côté. Un Google va signer avec Thales en disant « Regardez, mes employés sont là ». Un Microsoft Azure cette offre bleue avec Capgemini Orange. Amazon est en train d'investir alors sur une structure européenne en Allemagne pour faire un immense data center en disant ce seront des employés de droit européen. Mais soumis au Cloud Act et donc à la merci des Américains. Et, après, je pense qu'il faut regarder quand même toutes ces initiatives. Moi, je pense pas que tout soit perdu. On a un gros retard, mais il y a peut-être des choses. Et quand j'entends 15 ans de retard, c'est pas un gros retard. Quand j'entends sur la partie IA et tu disais sur l'IA, la couche hardware de toute façon, c'est Nvidia. Et ils ont un quasi monopole de fait. Oui, le seul intérêt de ces data centers que vous imaginez, que vous fantasmez français, qui sont en réalité financés par des Saoudiens, c'est qu'ils sont alimentés par de l'électricité française. Notre dernière carte là-dedans, c'est nos centrales nucléaires. Alors justement, on va écouter Emmanuel Macron qui parlait de ça effectivement, de cette dépendance au nucléaire qui est aujourd'hui un des gros sujets pour l'intelligence artificielle. Et il disait bien sûr en la matière aussi, la France a sa carte à jouer. Écoutez Emmanuel Macron tout à l'heure. Ça marche parce qu'il y a de l'énergie qui est la vôtre, collectivement, et parce qu'on a créé un cadre qui a tout fait pour vous donner cette énergie en vous disant on s'occupe du reste. On donne de la visibilité, on vous aide à accéder au marché extérieur, on essaie de vous aider à réussir quand il faut industrialiser, on vous aide à innover, mais le reste, stabilité. Et donc je le dis collectivement à tout le monde, les 10 ans de la French Tech et tout ce qui a été fait, c'est pas une génération spontanée, loin de là. C'est de la stabilité et de l'ambition d'une politique économique, et c'est une énergie folle d'un écosystème entrepreneurial français et européen qui a voulu travailler ensemble et qui a dit ici on croit en nous, on nous aime. Voilà Emmanuel Macron, donc il y a quelques instants du côté de Vivatech. Il parlait d'énergie au sens propre. Moi, je voulais parler effectivement de ce sujet de l'énergie, puisque vous parlez d'électricité et d'énergie il y a quelques instants. On sait que c'est un gros sujet. Évidemment, pour l'IA, très énergivore. On a raconté d'innombrables fois pour ces derniers mois comment les géants de la tech américaine ont sécurisé leurs approvisionnements pour alimenter leur data center. Beaucoup d'acquisitions. Ils achètent des réacteurs. Oui, Microsoft redémarre, enfin a mis 20 milliards pour redémarrer avec un opérateur américain. Jumal Island en Pennsylvanie, à l'arrêt. On a là Facebook, enfin Meta qui a annoncé avoir signé pareil un contrat sur être pas fournisseur exclusif, enfin récupérer pas mal de mégawatts de centrales de ce même groupe Constellation. Alors il y a 3 centrales qui sont concernées. On a vu Google, enfin ils investissent tous. Alors parfois dans les petits modèles, là, les SMR. On attend de voir un SLR. Enfin. Je ne peux pas le dire que c'est une grosse centrale, ça fournit quand même plus qu'un SMR. Donc, vaut mieux investir dans des grosses centrales, y compris en France. Mais voilà, oui, ils se rendent compte de toute façon qu'il y a ça et ils sont en train de relancer tous leur programme nucléaire. Est-ce que vous dites là, la France a une carte à jouer parce que le parc nucléaire est ce qu'il est? Vous avez vu hier, on a signé, ça y est, enfin officiellement le contrat de filière. Donc, on a donné le go pour la création, la construction de 6 EPR de nouvelle génération supplémentaires. On a raconté aussi que les Britanniques allaient investir beaucoup de nucléaire. Est-ce que vous dites là, au nom de cette souveraineté après laquelle on court, il n'y a plus le choix. Au niveau européen, il faut que tout le monde revienne au nucléaire, y compris les Allemands ou les pays qui sont le plus réticents, finalement, Isabelle. Absolument, et aujourd'hui, on voit que les pays en Europe qui ont l'énergie la plus décarbonée, c'est les pays Finlande, Norvège et la France. Et c'est un atout. Ça a été une grande innovation des années 70 et des années 80, qui malheureusement avait été dans les années 2000 et 90 un peu malmenée par différentes typologies de gouvernement. Et là, tout d'un coup, effectivement, on comprend et on réalise que c'est une énergie propre et qui peut aider au développement et à l'innovation. Donc, c'est effectivement un bon pas. Donc, la France est à la pointe de technologie. Non, ça c'est le général de Gaulle qui était à la pointe de la technologie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'intelligence artificielle... On relance officiellement la filière nucléaire, on est d'accord. Oui. Mais on surfe sur l'héritage du général de Gaulle en matière énergétique, et c'est très bien. Après bien des hésitations, je suis d'accord avec vous, bien des... des saccages plus que des hésitations. Voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'intelligence artificielle, contrairement aux précédentes technologies, utilise une génération différente de puces, qu'on appelle des GPU, qui sont incroyablement consommateurs d'énergie. L'intelligence artificielle consomme de l'énergie par rapport au cloud qu'on a connu il y a quelques années, c'est incroyablement consommateur d'énergie. Donc l'enjeu, c'est l'énergie à un coût
si ce n'est le plus bas, du moins le plus prévisible. Le nucléaire, c'est pas le coût le plus bas qui soit. Non. Vous traversez la Méditerranée, vous avez un coût énergétique 15 à 20 fois moins cher. Mais le nucléaire est de moins en moins compétitif, on le sait, ça, de toute façon. Oui, mais en tout cas, on n'a pas vraiment d'alternative. Et en Europe, c'est vrai que on pourrait être les champions si on n'était pas engagé dans ce marché unique complètement ridicule, mais qui n'aura qu'un temps. On a quand même l'avantage de pouvoir prévoir à long terme nos coûts énergétiques. Ceci dit, vous traversez la Méditerranée, vous avez en Algérie, par exemple, 3 centimes du mégawatt, ce qui est ridicule par rapport à nos prix. Donc ça n'est pas un avantage compétitif particulier parce qu'il n'y a pas de différence d'un point de vue infrastructure entre l'Algérie et la France. C'est une milliseconde en termes de latence. Mais l'Algérie, c'est du pétrole. Ah non, mais c'est pas propre. Mais c'est 15 à 20 fois moins cher en termes de coût. Or, très concrètement, le prix, le coût d'entretien d'un data center, notamment des data centers d'intelligence artificielle, c'est entre 60 et 70% la facture d'énergie. Donc, très concrètement, est-ce que vous imaginez un instant que ces grands géants des technologies en auront quelque chose à foutre de leur trace carbone le jour où ils pourront réduire leur facture de 15 ? Aujourd'hui, ils investissent tous dans le nucléaire, donc ça montre bien qu'ils y font attention. Non, aujourd'hui, ils investissent aux Émirats Arabes Unis, ils investissent dans des endroits où ils se foutent totalement de la trace carbone. Aux États-Unis, Frédéric l'a rappelé. Et aux États-Unis, où effectivement l'énergie n'est pas du tout décarbonée. Alors après, ils ont quand même un rappel à l'ordre de la part des entreprises qui elles-mêmes commencent à avoir dans leur rapport RSE. Les rapports RSE, Emmanuel Macron a très clairement dit que ça allait sauter, notamment du fait des besoins militaires. Ça va sauter. Allégé. Voilà, on va dire ça comme ça. Frédéric, allez-y. Mais en tout cas, voilà, on voit que cette partie énergétique est importante. Après, c'est pas tout d'avoir des data centers. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une grosse bataille aussi sur le foncier. Oui. Parce que les data centers, il faut bien les construire quelque part. Il faut acheter des terrains, peut-être exproprier des gens. Et sur la réglementation qui est très contraignante. Il suffit de déposer une plainte au tribunal administratif pour bloquer un chantier de 6 mois. 6 mois, dans l'absolu, quand c'est une autoroute, c'est pas un drame. Quand c'est un data center, 6 mois, c'est le bout du monde. Et justement, alors, peut-être qu'il y a des choses à faire autour des centrales nucléaires qui ont un terrain sécurisé autour. Alors peut-être que c'est là qu'il faut envisager ça, mais il faut savoir que c'est pas aussi simple. C'est pas un bâtiment. Tiens, demain je vais faire un data center près de l'héliport. On a un grand héliport là. Une partie ne sert plus à grand chose. Me dire que je vais construire un data center là, c'est pas aussi facile. Hein. Les maires des collectivités, ils aiment bien la data et tout ça. Avoir un data center chez eux où on leur dit voilà, ça va consommer, ça va prendre de l'eau, ça va consommer. Comme les éoliennes, ça, c'est pareil. Non, mais voilà, il faut quand même voir que c'est pas aussi simple. Et le terrain coûte plus cher. Enfin, il y a d'ailleurs certains maires à Amsterdam, par exemple, vous n'avez pas le droit de construire un data center parce qu'il y a cette crainte justement de consommation d'énergie forte. Je crois que 10 000 mètres carrés, c'est l'équivalent d'une consommation de 50 000 habitants. Donc, si vous mettez un data center à côté de Lorient, par exemple, vous doublez en fait le besoin de la ville. Donc, il y a effectivement ces dimensions-là qui sont compliquées à expliquer et il faut effectivement... Dont on n'a pas encore pris conscience. Si, les professionnels en sont parfaitement conscients. Oui, les maires en sont conscients. Certains disent non à des data centers. Cela dit, il y a des solutions et aujourd'hui, il faut faire en sorte que les solutions soient comprises par tous. Oui. On a reçu le patron de Téléhouse sur BFM Business qui expliquait tous les soucis qu'il avait dans les droits de construction, enfin les permis de construire, voilà, qu'il avait demandé. Et il y en avait beaucoup qui étaient en suspens. Et donc, voilà, avec des recours. Mais comme tout. La réglementation. Donc il lancera des data centers comme des éoliennes, ça que vous nous dites à terme. Non, il y a différentes dimensions. Il y a la réglementation qui, effectivement, en Europe, est extrêmement contraignante et fait perdre du temps dans une course où chaque minute compte. Il y a le prix de l'énergie qui fait que. Bon, c'est vrai que nous, en Europe, on n'est pas mauvais, mais dans l'absolu, l'Europe est très mauvaise. Non, 2 fois plus élevé qu'aux États-Unis ou en Chine. Voilà, 2 à 3 fois plus élevé que... Et encore, les États-Unis et la Chine ne sont vraiment pas les endroits où on trouve l'énergie la moins chère. Loin de là. Donc, au niveau mondial, on n'est pas bon du tout. Et ensuite, il y a cette problématique de construire des data centers, ce qui est effectivement un chantier technologique compliqué, mais il y a différents acteurs. Il y a d'une part ceux qui construisent quelque part les hôtels pour ces fameux processeurs GPU, et d'autre part ceux qui ont les GPU. Et là-dessus, il y a un quasi-monopole d'NVIDIA, qui sont des Américains. Donc on est sur une chaîne de valeur... On ne rattrapera pas. On ne rattrapera pas. On est sur une chaîne de valeur qui est d'un côté des Américains pour les GPU, de l'autre côté les grands pays producteurs d'énergie pour avoir de l'énergie pas chère. Parce que l'énergie propre, très objectivement, les contraintes RSE, elles sont en train de sauter. Allez, 19h28, on marque une petite pause, on revient dans 2 petites minutes, on est ensemble encore une demi-heure, édition spéciale Vivatech jusqu'à 20h sur BFM Business, bien sûr, à tout de suite. BFM Business, édition spéciale.
Allez, 19h32, on est ensemble encore une grosse vingtaine de minutes en plateau pour parler de cette première journée de Vivatech à la porte de Versailles à Paris. On est toujours avec Isabelle Bordry, avec Fabrice Epelboin et avec Frédéric Simotel. Tiens, j'avais envie de vous poser la question, Isabelle et Frédéric, puisque vous avez passé une partie de la journée tous les deux, même toute la journée du côté de Vivatech. On parlait des Américains, on parlait de Mistral, on parlait des grands groupes américains. Et des Chinois, parce que vous parlez des Chinois. Vous avez vu des Chinois ou pas aujourd'hui? Est-ce qu'il y avait des gens de DeepSeek? Est-ce qu'il y avait des gens de... C'était parmi les conférences. Isabelle. J'ai pas vu de grande tête d'affiche. Non, il y a quelqu'un de... Alors, petit problème de micro pour les... Il y avait quelqu'un d'Alibaba. Ah, quand même. C'est le CTO d'Alibaba. Le CTO d'Alibaba était là, mais sinon pas de grande tête d'affiche. Ouais. Et puis après, effectivement, en se promenant parmi les stands, il y avait plutôt des gens du Moyen-Orient. Plutôt des Américains. J'ai entendu parler pas mal de langues européennes, mais pas beaucoup d'Asiatiques. Non, il y a un stand de Corée. Étonnant, ça. Enfin, Et pourquoi on dit beaucoup de gens du Moyen-Orient? Parce qu'ils étaient en tenue plutôt traditionnelle. Et c'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude à Vivatech d'en voir. Et moi, j'en ai vu, beaucoup. Plus que les autres années. Plus que les autres années. Oui. Et pour les Asiatiques, oui, il y a un stand de Corée du Sud, mais pour le reste... et comment vous l'expliquez ça? Enfin, voilà, DeepSeek a créé la sensation en début d'année. Effectivement, on oppose aujourd'hui les modèles américains et chinois en matière d'IA. Qu'est-ce qui... Je pense aussi que ça vient du fait de la structure et de l'organisation de Vivatech. Vivatech est là pour faire rayonner l'Europe. On a bien entendu Maurice Lévy tout à l'heure avec le président Macron. Les clients de Publicis, même s'ils sont fortement implantés en Asie, sont quand même principalement aux États-Unis et en Europe. Donc je pense que depuis le départ, c'est vraiment l'Europe et faire sillonner l'Europe au niveau international plus que de faire venir effectivement des Asiatiques. C'est-à-dire que si ça se trouve, DeepSeek, pardon, ça veut dire si DeepSeek a voulu peut-être venir, mais qu'on a dit à DeepSeek, non, vous ne viendrez pas. Non, je pense que je sais pas. Mais peut-être qu'ils se sont pas proposés. Je pense que Alibaba, par contre, l'Europe est un territoire important pour Alibaba, puisqu'ils font, je pense, énormément de chiffre d'affaires en Europe. Je ne sais pas si DeepSeek fait énormément de chiffre d'affaires aujourd'hui sur le marché européen. Et puis, il y a cette notion de souveraineté dont on parlait tout à l'heure, où il aurait été peut-être moins fortement accueilli par les grands groupes. Il y a autre chose qui m'a marqué aujourd'hui, c'est qu'on avait une grande démonstration de toutes ces grandes sociétés du CAC 40, pas le Next 40, le CAC 40, donc vraiment les grosses sociétés qui démontraient comment l'innovation avait transformé les métiers, leurs métiers. C'est-à-dire qu'on était moins dans une démonstration de start-up et plus, j'ai trouvé, la démonstration de la part des grands groupes de métiers innovants. Donc, par exemple, sur le stand LVMH, vous aviez des explications de jeunes qui expliquaient leur nouveau métier qui était de sourcer la donnée. Donc, ce n'était pas de sourcer des produits de production, c'était de sourcer la donnée, de vérifier la qualité de la donnée, de s'assurer que la donnée était bien organisée pour être comprise et permettre aux décisionnaires de prendre des décisions. Donc, il y avait des nouveaux métiers qui apparaissaient, la numérisation de photos aussi énormément, pour pouvoir effectivement aller plus vite dans la génération de catalogues, la génération d'informations sur le web. Donc, c'était plus une démonstration de la part de ces grands groupes de comment l'innovation transformer petit à petit leur métier. La physiologie de Vivatech a évolué peut-être en l'espace de 9 ans. C'est ça, alors, deux choses. Les Chinois sont quand même présents parce que derrière le Media Lounge, il y a plein de petites pièces de rendez-vous. Et là, on voit, il y a Tencent Cloud, enfin, il y a 5 ou 6. Il y a une petite allée où il y a plein de... Mais c'est juste pour un petit espace, voilà, peut-être pour des prises de rendez-vous. Après, je suis d'accord avec Isabelle. Là où il y a quelques années, c'était... on avait EDF avec 20 startups autour, et Sanofi, 20 startups autour. Là, aujourd'hui, c'est EDF, c'est Techno autour. Alors, il y a des startups encore, faut pas... Non, vous entendez, on a booté les start-upers hors de Vivatech. Je prends l'exemple, la Poste, par exemple. La Poste, ils ont quelques startups sur le stand, mais ils mettent en avant Numspot, ils mettent en avant ProBuyS, leur entité, ils mettent en avant leur partie livraison. Voilà, beaucoup plus qu'avant, où ils seraient venus, on aurait eu le stand de la Poste avec les 10-15 startups avec qui
ils ont l'habitude de bosser. Ça ne veut pas dire qu'elles sont plus là, elles sont encore là, mais beaucoup moins. On parle plus du métier de la Poste que des startups partenaires de la Poste. Fabrice, la Startup Nation, c'est fini. Aujourd'hui, si vous voulez trouver des financements, il faut faire de l'intelligence artificielle à des fins militaires ou de sécurité civile. Ce qui est d'ailleurs pour ça que Emmanuel Macron a obtenu une dérogation sur l'IA Act européen, où toutes les contraintes éthiques qui pèsent à travers l'IA Act ont des exceptions pour l'usage militaire et l'usage pour la sécurité civile. Là, il y a un créneau dans lequel s'engouffrent des tas de startups, mais qui évidemment vont pas à Vivatech et restent très discrètes, parce que je ne veux pas trop attirer l'attention, mais en dehors de ça, c'est fini. Le rêve américain qui nous était présenté sous la forme de Startup Nation, c'est fini. En fait, on est assez loin de salons comme il peut y avoir aux États-Unis, comme TechCrunch, où là, effectivement, il n'y a que des geeks. Il n'y a pas d'hommes politiques, d'ailleurs. Et il n'y a pas de grands patrons, mais il n'y a que des geeks avec d'autres geeks qui parlent. Comme des geeks, on a vu les images. Il y a des grands patrons, mais il y a des grands patrons qui sont les patrons de Google, d'Amazon. Donc, voilà, c'est pas les patrons du CAC 40. Bien sûr, c'est pas les patrons du CAC 40, mais Amazon, à lui tout seul, pèse sans doute plus que tout le CAC 40 réuni. Absolument. Donc, il y a des grands patrons. Juste, c'est une nation qui est technologiquement et infiniment plus en avance que nous. Nous, nos grands patrons sont dans l'industrie lourde, dans l'automobile, dans tout un tas de trucs. Aux États-Unis, vous prenez le top 10 des plus grosses entreprises américaines, vous en avez les 3/4 qui sont ce qu'on appellerait en France des geeks, avec ce petit terme un peu méprisant. Frédéric. Mais d'ailleurs, moi c'est pour ça que j'aimerais qu'on enlève ce terme French Tech. C'est ce que disait André tout à l'heure. C'est-à-dire que les French Tech, non, les 5 sociétés qui étaient avec Emmanuel Macron là sur scène d'instant, il y a une, elle est dans la cybersécurité, il y en a une, elle est dans la santé, il y en a une, elle est dans les biotech. Plutôt les orienter dans. On ne parle pas de l'américaine tech. Et aujourd'hui, mais ça c'est un peu dans mais ça vient aussi de la culture américaine. La culture américaine aujourd'hui, un patron américain, il vend des biscuits, il vend ce qu'on veut, des voitures. Il pense, la tech fait partie de son. Il a un pilier financier, un pilier tech. Enfin, nous, faut un peu forcer à chaque fois. Alors on a un ou deux qui sont un peu plus ouverts, mais il faut un peu forcer à chaque fois pour leur dire. Et la tech dans tout ça. Ah oui, ben on va faire un peu d'IA. Ça c'est très lié à la culture française, où fondamentalement, que ce soit au niveau politique ou au niveau des grandes entreprises, les décideurs n'ont absolument aucune formation scientifique et encore moins de formation technologique. Donc ils sont face à l'IA comme une poule face à un couteau. Enfin, Pouyanné, il a quand même fait Polytechnique. Oui, Bernard il y a des exemples. Aussi. Thierry Breton aussi, mais on va les compter sur les doigts d'une main. C'est des industriels. Alors, Patrick Pouyanné, je pense qu'il a une profonde. Enfin, il est bien tech aussi, mais on n'en a pas tant que ça. On voit des patrons. Enfin, moi, j'en ai en tête quelques-uns. La tech pour eux, c'est l'outil. Enfin, c'est presque l'informatique, même si on leur parle d'IA. C'est une fonction support en fait. Ouais. Dans l'esprit français, la tech c'est une fonction support. Dans l'esprit américain, c'est au centre de tout. Oui. Ça reste une annexe, c'est ça que vous le dites, quoi. Ça reste annexe. Mais ce qui est intéressant là pour le coup à Vivatech, parce qu'on disait qu'effectivement il y avait plus des grands groupes qui montraient comment la technologie transformait les métiers. Il y avait quand même des grands patrons qui, justement, en étant là, montrent qu'ils s'y intéressent et que pour eux c'est cœur dans leur stratégie. Il y avait le patron de Sanofi, il y avait. C'est absolument pas cœur dans leur stratégie. Renault a délégué à Google l'intelligence artificielle. Regardez le cours de bourse de Renault par rapport au cours de bourse, même aujourd'hui, de Tesla, pour qui la tech est centrale et qui envisage une voiture comme un ordinateur avec des roues. Vous allez voir qu'il y a une différence de valorisation phénoménale qui est complètement liée à la place centrale de la tech. Après, c'est un peu changé parce que Lucas Demeo, il a créé Software République, là, ou République Software. Et ça ne change rien. Tout est sur du Google. Il a quand même essayé. Il a essayé, il fait des efforts. Mais c'est pas. Frédéric, puis je vous donne la main après. Oui, Frédéric, oui. Non, mais par exemple, on parlait beaucoup de la nouvelle nomination du patron de Stellantis l'autre jour. Alors très bien, quelqu'un qui connaît bien le monde de l'auto. Mais je trouve que là, ils auraient dû prendre un risque. Nous, on est en train de passer souvent ce que je dis, on est en train de passer du thermique à l'électrique. Un profil plus tech. Dans d'autres domaines, ils sont déjà en train de passer de l'électrique à la voiture intelligente. Et là, ça aurait mérité. Et pourtant, John Elkann avait dit, je cherche un patron plus tech. Alors, il faut quelqu'un qui connaisse bien le monde parce que les concessions, les réseaux, il y a quand même un métier auto. Mais j'aurais mis à ses côtés quelqu'un qui serait peut-être venu d'un autre. IBM, c'est symptomatique d'une époque très très incertaine. Non, c'est symptomatique d'une culture. IBM s'en est sorti en 93 en allant chercher un de ses clients qui était le patron de Nabisco, Lou Gerstner.
informaticien, oui, la tech, oui, il a bien intégré la tech. Et du coup, les gens d'IBM se sont dit, mais ce type-là, il est formidable. En plus, c'est un client, machin. Ils l'ont mis à la tête d'IBM. C'est lui qui a sauvé IBM. À l'époque, IBM était, n'aurait pas été ce qui... Aujourd'hui, voilà, ça a un peu changé. Mais voilà, il faut oser parfois prendre des profils... Fabrice, tout ça est symptomatique d'une culture. En France, les gamins de l'élite font HEC ou Sciences Po. Et comme il y a pas des masses de mobilité sociale, c'est eux qui dirigent les entreprises et les ministères. Les gamins du prolétariat, le seul ascenseur social qui leur reste, c'est les études d'ingénieur. Le résultat, c'est que cette espèce de hiérarchie sociale, on la retrouve dans l'entreprise, et les ingénieurs sont au service des grands patrons qui les méprisent ostensiblement. Donc on ne peut pas s'en sortir dans cette logique-là. Isabelle. Puisque quand on regarde les premiers sorties de Polytechnique, il y a quand même les corps. Polytechnique, c'est 500 personnes, c'est rien du tout. Oui, d'accord, mais enfin, ce sont des ingénieurs qui ont transformé. Vous évoquiez tout à l'heure la transition vers le nucléaire qui a été faite dans les années 70. C'est De Gaulle, ça. Et donc, oui, mais c'est aussi grâce à nos talents et à l'écosystème. Mais ils sont tous morts, ceux qui ont fait cette transition. Les plus jeunes de l'époque sont dans des EHPAD. On laisse Isabelle. Oui. Aujourd'hui, on a des talents. Quand vous regardez même les médailles Fields, l'école qui a aujourd'hui le plus de médailles Fields, c'est quand même Normal Sup Maths. Donc aujourd'hui, c'est 20 personnes par promotion. Il est indéniable que nous avons des talents et je dirais des ambassadeurs comme Alexandre Munch Arthur, qui permet effectivement de créer un écosystème et qui peuvent rayonner à travers le monde. On est un petit pays, on a moins de démographie que les États-Unis. Et donc, à ce titre-là, on est dans l'obligation aujourd'hui, pour jouer la souveraineté, de jouer européen. Et c'est ça qu'on peut effectivement reprocher à Macron dans la French Tech, c'est que c'est pas suffisamment européen et c'est ce wagon-là. C'est pas assez français. C'est très concentré French Tech. Allez-y, Fabrice, répondez. Vous prenez les 5 plus gros actionnaires de Mistral, il n'y a que des Américains. Tout ça, c'est du vent. C'est des beaux discours. La réalité est implacable. On peut habiller ça avec des jolis mots, mais ça ne fait illusion auprès de personne, particulièrement auprès d'un public qui sait de quoi il parle en matière de tech. Et on est sur une chaîne qui s'adresse à ce public. Bon, écoutez, justement, Emmanuel Macron, on va revenir au data center, parce qu'il se félicitait de l'accroissement du nombre de data centers programmés, de tous les programmes en cours pour construire et établir des data centers en France. Écoutez Emmanuel Macron tout à l'heure à Vivatech. Il y a 18 mois, il n'y avait pas de gros data centers en France. On était complètement en Europe, Il y avait même un débat chez nous pour savoir s'il fallait en faire. Beaucoup disaient, est-ce qu'il faut en faire? Pas génial. On était en train de perdre la bataille comme on l'a un peu perdu sur le cloud, où le cloud souverain, on a des clouds mixtes, mais on n'a pas été vraiment totalement sur un modèle souverain. Et bien là, on s'est mobilisé, on a plusieurs projets de très gros data centers. On a maintenant des projets, l'équipe Mistral, Nvidia, c'est vraiment quelque chose qui va changer parce qu'on remonte encore dans la chaîne, on crée les infrastructures de data center, des solutions qui vont être produites en Europe. On a annoncé maintenant un deal, on va faire du packaging de semi-conducteurs chez nous et on veut pouvoir produire. Donc c'est ça, retrouver notre autonomie stratégique. Voilà, Emmanuel Macron, il y a quelques instants à Vivatech. Je vous voyais, Fabrice, vous n'êtes pas convaincu de la viabilité de ces projets de data center en France? Non, pas un instant. On a des contraintes réglementaires, et puis on est dans un cadre démocratique avec des contre-pouvoirs qui font que n'importe qui peut déposer une plainte auprès d'un tribunal administratif et paralyser un chantier pendant 6 mois. On est dans une course où chaque minute compte. L'histoire administrative de France. Totalement, c'est intrinsèquement lié à la nature de notre pays. On est dans une course où la moindre minute compte, et on peut paralyser un chantier pendant 6 mois ou un an. On a un exemple avec des autoroutes. La 69. La moitié de ces chantiers de data center vont se transformer en ZAD dans l'année qui vient. Ça n'est pas possible en France de construire ce genre de choses tout en restant dans la course. On fait une course en sac dans une compétition olympique. En tous les cas, c'est intéressant d'essayer. On verra. Effectivement. Oui, là où on n'est pas aidé, et on parlait tout à l'heure de la politique et effectivement du Parlement que nous avons depuis, voilà, où il y a effectivement au sein du Parlement une partie du Parlement qui est contre le capitalisme d'une manière générale. Et donc ça, effectivement, c'est un petit peu plus compliqué aujourd'hui de créer un écosystème dynamique dans ce contexte politique. Là, évidemment, parce que ça va être un obstacle. Oui, après, ce qui est triste de voir, mais ça, c'est l'Europe qui, enfin, ça, on connaît comment la Constitution en
Europe, c'est que chacun tire dans son coin. On est en train de dire oui, nous on a des data centers, les Allemands disent nous aussi on a Vantage qui vient d'investir 800 millions et Amazon ils vont le construire chez nous. Et puis voilà, il y a les pays du Nord. Et là, il n'y a pas une unité européenne aussi qu'il pourrait y avoir. On est tous en train de tirer en disant c'est super, on les a chez nous. Alors ça fait un effet de manche. Tu le dis très bien, c'est Amazon finalement, que ce soit en Allemagne ou en France, qu'est-ce que ça change? Ça reste Amazon. Mais c'est là aussi on devrait réagir un peu plus de façon européenne. Et là, voilà, chacun tire un peu la couverture à soi. Alors ça fait des investissements. Il y a quelques jours, il faut relire, relire parce que c'est des articles ou réécouter Jensen Huang qui a ouvert la semaine à la London Tech Week avec le Premier ministre britannique. Le Royaume-Uni, c'est le paradis pour moi, pour l'IA, et je vais investir, etc. Il a dit la même chose aujourd'hui à Paris. Il arrive à Paris, il dit mais vos talents, c'est formidable. Voilà, et je suis sûr que demain, il va en Allemagne. Après, oui, tant mieux qu'ils le disent et qu'il investisse. Qu'ils le disent aux Anglais, qu'ils le disent aux Allemands, qu'ils le disent en France, et qu'il investisse dans les 3 pays, c'est formidable. Je trouve ça formidable. Voilà. Il faut quand même se donner la capacité de créer cet écosystème, de créer une dynamique pour que nos jeunes talents puissent effectivement s'y exprimer et ne partent pas forcément ni en Chine, ni à Shanghai, ou ni à New York ou aux États-Unis. Où ils sont payés 5 fois plus. Et donc ça, exactement. Mais ils peuvent avoir, comme certains, envie de rester sur le territoire européen. Et un jour, on les paiera aussi bien. Mais ce que vous décrivez là, effectivement, le fait de réagir, de raisonner au niveau national, ça me rappelle un petit peu ce qu'on voit en ce moment dans le domaine de la défense. On parle depuis quelques mois, bien sûr, de la constitution d'une défense européenne. Et là, vous retrouvez les mêmes enjeux d'ego. Les mêmes enjeux mal placés. Et des pays européens qui achètent massivement de l'armement américain. Oui, c'est tout à fait vrai. À ceci près que là, dans l'enjeu qui nous préoccupe aujourd'hui, qui est l'IA, l'alpha et l'oméga, c'est l'énergie. Donc on se retrouve exactement dans la même situation que les pays d'Afrique ou du Moyen-Orient au début du XXe siècle, avec des grandes compagnies pétrolières occidentales qui viennent pomper de l'énergie pour la raffiner et en tirer l'essentiel de la valeur, et qui filent quelques roupies aux indigènes locaux. C'est ça la situation de l'Europe aujourd'hui. Maintenant, il y a aussi quand même la qualité du hardware qui est effectivement américain. Et là, on mettra effectivement du temps pour faire la même chose. Mais il y a aussi la qualité du software. Parce que la qualité du software a un impact direct sur la consommation d'énergie. Donc, c'est les Chinois qui arrivent à faire baisser les coûts énergétiques avec DeepSeek. Mais il y a aussi Mistral aujourd'hui. Mistral n'a pas fait cette innovation, c'est les Chinois. Les softwares, aujourd'hui, la qualité. Et Mistral est américain, rappelons-le, l'actionnariat est américain. Il faut arrêter les grands mots. L'actionnariat de Mistral est américain. Le fait de se gargariser sur le fait que ce soit français, c'est juste un PDG et un fondateur qui est français. Mais la réalité de l'actionnariat est américain. Arrêtons de se foutre de la gueule du monde. Mais en même temps, c'est des technologies qui sont développées en France. On sait qu'ils sont obligés de passer par là, sinon pas cet actionnariat américain. Mais on n'a pas le choix, je suis d'accord. Et ils vont aller, faut s'attendre, ils sont très liés à Microsoft qui va les emmener sur les terrains de Dubaï et ils vont se développer aussi là-bas. Mais voilà, si on veut... on n'a pas le choix. Il faut se dire qu'aujourd'hui, il y a ce côté un peu mondialisé. On peut se réjouir que ça reste des Français, que les centres de recherche... Pas mondialisé, colonisé. C'est pas pareil. On est colonisé par les Américains. C'est un état de fait établi depuis belle lurette. La Startup Nation, en tout cas la première phase de la Startup Nation, a pérennisé ça totalement. Je pense que l'affaire du Health Data Hub est le meilleur symbole qui soit. C'est infiniment trop tard. Ça nous demanderait des coûts colossaux et surtout une baisse de notre niveau de vie hallucinante de revenir vers une souveraineté. Peut-être qu'on le fera après un conflit armé avec les Américains, mais Dieu merci, c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite, oui, on espère en tout cas. 3 minutes, il nous reste 3 minutes juste pour une question. Vous rappelez qu'il y a quelques temps, il y a de ça quelques semaines, quelques mois, il y a eu des doutes sur les valorisations des grands noms de l'IA, Nvidia notamment. On s'est dit, est-ce qu'il est finalement très opportun d'investir aussi vite, aussi rapidement sur l'IA, alors qu'il y a encore beaucoup de cas d'usage qui ne sont pas identifiés finalement? Est-ce que cette réflexion-là est passée? Là-dessus, il y a un vrai problème qui est de l'ordre des fondamentaux du capitalisme. Aujourd'hui, la valeur ajoutée de l'IA, elle est tirée par les salariés, c'est-à-dire d'un point de vue marxiste, le capital variable et pas le capital productif, qui est l'actionnariat, le propriétaire de l'usine. On sort d'un monde qui a commencé dès la révolution industrielle, où c'était les actionnaires qui investissaient dans des technologies, dans des machines, pour rendre le salarié plus productif et en tirer les bénéfices. On rentre dans un monde où c'est le salarié qui, avec un abonnement à $20 par mois, augmente sa capacité et sa productivité au détriment bien souvent de l'actionnariat. Il y a un bug fondamental introduit par l'intelligence artificielle et la valorisation d'NVIDIA
reflète une grande interrogation sur qu'est-ce qui va se passer. Et ce qu'est-ce qui va se passer, il touche l'ensemble du capitalisme, pas juste Nvidia. C'est pas la question seulement des cas d'usage, mais c'est aussi la question des cas d'usage. A-t-on identifié aujourd'hui autant de cas d'usage ? Pense-t-on en identifier autant qu'on aimerait? Pas pour l'entreprise, mais pour le travailleur, oui. Il y a des cas d'usage qui sont identifiés. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est en sélectionner seulement quelques-uns, les passer à l'échelle, et puis c'est à partir du moment où on voit la rentabilité, hop, on passe au suivant. Et ça va malheureusement être incrémental. On va pas pouvoir arriver dans l'entreprise en disant, ça y est, j'ai des abonnements. Mais il est pas incrémental, il est bouillonnant chez les salariés qui le font la plupart du temps derrière le dos de leur management. Qui le font bien sûr. Filer la documentation de l'entreprise à OpenAI. Je suis pas certaine que ça soit là où il y a le plus de valeur. Tout à l'heure, sur certains stands, il y avait par exemple la numérisation des photos pour pouvoir faire en sorte que la photo d'un produit soit absolument parfaite dans un contexte absolument incroyable, sans avoir effectivement à investir dans un shooting qui peut être extrêmement cher. Donc, il y a des cas d'usage qui commencent à apparaître dans les relations clients aussi. Oui. Vous êtes en discussion, vous, en tant que client, avec pas un data center, mais quelqu'un sur une plateforme téléphonique qui va avoir tout de suite la capacité d'avoir accès à l'intégralité de vos informations, de vos demandes, de vos questions, et donc va pouvoir beaucoup plus efficace. Donc il y a aujourd'hui des cas d'usage qui sont effectivement et tout à fait identifiés. Les grands groupes sont en train de s'assurer qu'il y a derrière ces cas d'usage un vrai gain de compétitivité. Ça coûte cher et c'est ce que vous évoquiez. Et donc l'arbitrage entre le gain et le coût à investir, c'est quelque chose qui est encore en train, alors dans les grands groupes. Vous allez dans des bureaux à la Défense et vous interrogez les employés qui seront à la base et qui font des slides PowerPoint, des rapports de réunion, des choses comme ça. Les cas d'usage pétillent dans tous les sens. Mais ça n'est pas une valeur ajoutée qui se traduit pour l'actionnariat. C'est une valeur ajoutée qui se traduit pour les salariés en temps libéré pour se former ou pour transformer discrètement en RTT du télétravail. Isabelle, en tous les cas, si les salariés en trouvent un bénéfice, à un moment donné, l'entreprise en trouvera non, il va y avoir un gros problème de négociation de la répartition des gains de productivité. Est-ce qu'on n'investit pas trop dans les boîtes? Est-ce qu'on n'investit pas trop dans les boîtes en attendant de connaître les cas ça nous ramène 25 ans en arrière, cette histoire. Non, mais en tout cas, juste sur les histoires de la désillusion, souvent, lorsqu'on voit les gens qui ont quelques désillusions autour de l'IA, parce qu'il peut y en avoir, c'est souvent ils n'ont pas bien identifié le besoin. Oui, il faut d'abord identifier ces besoins. Certains, on en voit encore des gens qui se disent oui, on ne sait pas quel LLM on va choisir pour quel type d'application. Non, d'abord c'est à quel besoin est-ce que c'est pour répondre plus rapidement à mes clients, est-ce que c'est mieux faire mes RH, est-ce que c'est faire de meilleures photos, et puis à partir de là, hop, on décline. Mais il y a encore, ça paraît un peu simple ce que je dis, mais c'est une réalité sur le terrain. On a encore trop de gens qui sont à se dire quel LLM va plus vite pour aller, mais c'est pas ça. D'abord, il faut trouver les besoins, et on le voit bien dans notre métier de journaliste. Absolument. C'est pas des LM qui vont nous sauver, mais c'est peut-être imaginer qu'ils vont transformer, ils vont vous augmenter. Peut-être, ils vont nous augmenter. J'aime beaucoup cette formule. Voilà, c'est sur cette note d'espoir que se termine cette émission. Merci à tous les trois d'être venus. Isabelle Bordry, cofondatrice de Rétinci, Fabrice Epelboin, enseignant à Sciences Po, cofondateur de Yogosha, puis Frédéric Simotel, BFM Business. Merci à tous les trois. Dans un instant, Tekenco, on reste dans le bain, bien sûr, Frédéric, évidemment. Dans le bain, c'était enregistré ce matin, en début d'après-midi, donc on n'avait pas encore toutes les annonces d'Emmanuel Macron, on en débattra demain, dans l'émission de demain, et n'oubliez pas, demain soir, il est au milieu des hommes, Jensen Huang, invité de François Sorel à 20h demain soir. Et c'est une exclusivité mondiale, nous sommes les seuls à avoir Jensen Huang demain soir sur BFM Business. Voilà, ça on peut s'en féliciter. C'est ça BFM Business. Merci à tous les trois, à très vite pour de nouvelles aventures, 19h54, Tekenco, donc depuis Vivatech, et nous on se retrouve bien sûr demain 18h pour de nouvelles aventures. Bonne soirée, à demain.